Allez, allons-y. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au webinaire de la Task Force de audio du IAB France. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures pratiques d'achat et de mesure de performance dans l'audio numérique. Donc, au programme, on va parler de l'audio digital. Ensuite, l'achat de l'audio digital et de la mesure de l'audio digital. On a plusieurs intervenants. Donc, on va faire un petit tour de table. Prune, peux-tu nous dire un peu quel est ton rôle et la vision de Spotify dans la prochaine année sur l'audio digital, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Je suis Prune Nouvion, je suis responsable commercial sur la France et sur le Néerlande. Je travaille chez Spotify depuis un peu plus de 2 ans et demi. Donc, très clairement, Spotify, aujourd'hui, on est la plateforme leader sur le streaming audio. Donc, à la fois, évidemment, sur la partie musique, mais on va en parler aussi sur la partie podcast, où on voit une très, très forte explosion de la partie podcast. Juste pour vous donner une petite information, on est à plus de 2,6 millions de podcasts sur Spotify dans le monde. Merci, Prune. Cédric? Avec plaisir. Moi, je suis Cédric Bégoc, je suis directeur des contenus en France. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aiguiller, discuter de la stratégie de développement, monétisation des médias, des studios et des indés qui sont créateurs et créatrices de podcasts. Et puis, évidemment, de faire aussi l'équivalent côté de l'équipe commerciale auprès des annonceurs, les aiguiller et discuter de leur stratégie de développement et d'édito dans leurs investissements dans le monde du podcast. Merci, Cédric. Arthur? Bonjour à tous, je suis Arthur Larel, cofondateur d'Audion, qui est une adtech spécialisée dans l'audio digital qui existe maintenant depuis 3 ans et demi. Et Audion, en quelques mots, c'est une adtech qui permet de à la fois monétiser de manière automatique les inventaires côté publisher et puis aussi et surtout de mettre en place des scénarios de campagne complexes pour les marques avec de la DCO, de la mesure de la data, mais on y reviendra. Merci, Arthur. Et j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle moi-même Benjamin Mas. Je m'occupe de la stratégie chez Triton Digital. On est spécialisé dans l'audio numérique depuis plus de 15 ans. Donc, aujourd'hui, la première section du webinaire touche l'univers de l'audio digital. On va aborder à la fois tout ce qui est streaming, donc l'écoute en continu, que ce soit de la musique en continu comme chez Spotify, Deezer ou les autres services de musique en ligne, mais aussi tout ce qui est radio en ligne, si vous écoutez Énergie ou Lagardère ou tous les autres postes de radio. Mais on parle aussi de tout ce qui est podcasting, donc lorsque vous écoutez les fichiers téléchargés, que ce soit sur une application comme Spotify ou Apple Podcast ou Podcast Addict ou n'importe quelle autre application d'écoute de podcast. On va débuter par présenter 3-4 diapos qui ont été montées par l'équipe de IAB Europe, présentées par Daniel Knapp il y a quelques temps, mais qu'on jugeait important pour amorcer la discussion. On voit ici la courbe, en fait, à regarder, c'est la courbe noire qui est l'audio digital. On voit que, comme tous les autres canaux de médias ont été durement touchés au mois de mars-avril, il y a plus d'un an et demi avec l'arrivée de la COVID, mais que l'audio, en fait, a réussi à remonter la pente même plus rapidement que la majorité des autres canaux. Je dirais même sur ce qu'on observe chez Triton, sur notre place de marché, l'audio est en croissance même plus forte que ce qu'on voit ici sur la courbe qui agrège en fait tous les marchés européens. Évidemment, ça change un peu d'un pays à l'autre en Europe, mais on a très bien vu que l'audio a rebondi dès le mois de juin. On voit ici les courbes de croissance. Donc, il y avait le forecast, les prévisions d'origine en 2019 en bleu clair et les projections réajustées en septembre 2020. Donc, on voit évidemment qu'il y a une reprise très forte en 2021. On a pu constater ça dans le premier semestre. Nous, de notre côté, chez Triton, mais on voit évidemment que la courbe de croissance va être diminuée pour redevenir un peu plus normale puisque tous les pays sortent des mesures de confinement sanitaire. On regarde ici sur la troisième diapo, on voit les projections de croissance de revenus en Europe. Donc, on peut encore une fois voir ce qui était projeté à l'origine en bleu clair, donc en projection de 2019 par IAB Europe, par rapport au rose
qui est la projection ajustée. On voit que la croissance de l'audio, en fait, est un peu repoussée, un peu décalée vers 2023, mais en fait, la croissance va s'accélérer à partir de ce temps-là. Évidemment, encore une fois, ça change d'un pays à l'autre. On voit que la croissance, selon les analyses effectuées par IAB Europe, viennent beaucoup du podcast, mais également de la musique de streaming en ligne et ensuite par la radio. Ils n'ont pas pu trouver une corrélation directe avec la consommation de smart speakers, d'enceintes connectées. On voit aussi que tout ce qui est, selon leurs analyses de d'IAB Europe, que tout ce qui est écoute authentifiée a un avantage par rapport à ce qui est écoute non authentifiée. On va en parler un peu plus sur la table ronde dans quelques minutes. Évidemment, l'audio est surtout mobile, donc 80% des revenus sont projetés en provenance de tout ce qui est téléphone mobile. Puis, selon l'IAB Europe, tout ce qui est programmatique est à ses débuts. Par contre, je sais qu'on en discutera un peu plus tard. Chez Triton, on a vu que plusieurs de nos éditeurs, notamment Deezer en France, a une stratégie programmatique en premier lieu plutôt qu'en direct, en gré à gré. Donc, je crois que la programmatique va s'accélérer beaucoup plus rapidement, mais on peut le voir sur les pays de l'Est, que la programmatique est un peu derrière le reste du marché. Ensuite, ici, on voit sur la dernière diapo, avant d'ouvrir le micro à mes collègues, que les revenus podcast sont en forte croissance. En fait, même le bal, quand on regarde la courbe en rose, au-delà des forecasts, des prévisions d'origine. Puis ici, on voit ici la croissance avec et sans le podcast. Donc, on a tout ce qui est en bleu, c'est la croissance podcast de manière spécifique année après année de 2019 à 2023. Donc, si on retourne, je vais fermer mon partage d'écran. Si on ouvre le micro, première question, Acast, on va commencer par le podcast. Peux-tu, Cédric, me décrire un peu l'expérience utilisateur podcast? Comment est-ce que décrire l'expérience type, l'utilisateur type? Bien sûr. Alors, on a un peu deux typologies d'utilisateurs chez Acast. D'un côté, il y a les créateurs de contenu. Donc, pour eux, l'expérience Acast, c'est de pouvoir être distribué sur le maximum de plateformes et surtout de pouvoir remonter ses statistiques et monétiser sur le maximum de plateformes. Podcast étant un média, je pense qu'effectivement, cet écosystème ouvert va être une réalité pour de nombreuses années à venir. Le but pour une boîte comme Acast, c'est effectivement de les aider à se structurer, à structurer le marché, à avoir des stats et la monétisation partout. Côté utilisateur, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que l'utilisateur, ou qu'il écoute le podcast, qu'il puisse justement être comptabilisé dans les stats, filtré à l'IAB derrière, et puis qu'il puisse recevoir des publicités pour aider son créateur ou son média préféré à vivre de la publicité. Donc, ça fonctionne vraiment par une insertion de publicité en dynamique, quelle que soit la plateforme qui appelle ce fichier-là. Merci, Cédric. Prune, peux-tu commenter sur des potentielles différences sur l'écoute podcast, mais aussi surtout pour parler de tout ce qui est streaming? Oui. Déjà, je voulais revenir juste un petit peu parce que tu t'as montré beaucoup de chiffres Europe, IAB, donc c'est hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur les chiffres en France parce que c'est quand même aussi pour nos auditeurs de savoir que le marché de l'audio digital a énormément grossi. On parle d'une croissance par rapport à l'année dernière de 95%, mais on parle d'un marché de 27 millions d'euros seulement, ce qui représente 2% du marché du display. Donc, il y a un très, très fort, je trouve, déséquilibre finalement entre l'utilisation de plus en plus importante du streaming. Juste chez Spotify, on passe 2h30 par jour, donc ce qui est quand même une grosse tendance. Et alors que finalement, donc le marché de la radio, c'est en gros un marché à 700 millions d'euros et l'audio digital ne représente que 4% avec 27 millions. Voilà, donc je voulais juste vous donner un petit peu ces perspectives parce que je trouve que c'est intéressant. Et nous, voilà, juste Spotify, en gros,
on a 356 millions d'utilisateurs, 50% sont abonnés premium et les autres ont la publicité. Et nous, ce qu'on fait vraiment chez Spotify, ce qui est hyper important, c'est que les utilisateurs free ont simplement 2 minutes de publicité par heure. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Merci, Prune. Arthur, je sais que vous travaillez avec tout un portfolio d'éditeurs en audio. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'expérience utilisateur en streaming ou podcast? Oui, en effet, chez Audion, on travaille le digital audio de manière assez transversale. On considère l'audio comme un univers sur lequel on va pouvoir retrouver des auditeurs en fonction de contexte ou même de formats qui vont être écoutés. Et en effet, il y a tout un sujet au niveau de l'expérience utilisateur. Déjà parce que quand on va écouter un podcast natif, un live de radio ou une playlist musicale, on n'est pas tout à fait dans la même démarche. Mais on pense que d'un point de vue publicitaire, il faut aussi pouvoir s'adapter. Donc, il y a aussi cet aspect de créativité qui est très important. C'est vrai qu'on en parle assez régulièrement autour de webinars ou même dans des conférences, mais il y a tout un sujet autour de l'expérience utilisateur et au niveau de la publicité qu'on doit adresser par rapport au contexte. Alors, c'est vrai que le podcast a permis l'essor de nouveaux formats comme le Host Read, par exemple. Nous, on croit plutôt à une approche technologique de la créativité pour être en capacité de contextualiser, d'adapter, avec au-dessus de tout ça, la pression publicitaire qui est quand même très faible en audio comparé à d'autres formats du digital, ce qui peut être aussi un élément sur lequel on peut discuter, qui est quelque chose d'extrêmement favorable pour une marque aujourd'hui, dans un univers digital qui est de plus en plus saturé, notamment que ce soit en vidéo ou en display. Mais d'une manière générale, oui, le contexte utilisateur, il est très important. Et forcément, en tant que marque, on doit s'adapter. Et chez Audion, on essaye de fournir les technologies pour y permettre. Merci. Prune a déjà réagi sur les statistiques présentées par IAB Europe. Je ne sais pas si Cédric, d'un point de vue podcast, selon votre perspective, spécifiquement pour le marché français, si tu avais quelques statistiques supplémentaires ou données supplémentaires à fournir. Pas spécialement de statistiques supplémentaires pour la petite info. Effectivement, côté Acast, on sort un baromètre tous les 3 mois pour donner un petit peu des infos à la fois sur la consommation, les évolutions, l'engagement qui est très important des auditeurs de podcasts, avec des petits focus sur où est-ce que c'est écouté en France, ce genre de choses. Nous, ce qu'on voit en termes un petit peu de statistiques d'achat, c'est surtout déjà effectivement une évolution des investissements vers le podcast, puis de plus en plus aussi les représentants des grandes marques françaises, des grands annonceurs, qui de plus en plus intègrent le podcast dans leur communication à 360. Donc il y a effectivement peut-être en fait, comme le disait Prune, on rattrape un petit peu le retard sur l'audio digital et on est en train de lancer un petit peu cette machine qui est là depuis effectivement les débuts du streaming il y a plus d'une dizaine d'années et qui a été effectivement un petit peu aidée par le confinement, aidée par le média podcast qui a beaucoup fait parler de lui, qui a beaucoup explosé, qui a été mis en lumière et qui aujourd'hui peut-être réactive en tout cas une dynamique d'investissement dans l'audio digital. Merci Cédric. Prune, tu disais que l'audio était sous-représenté. Peux-tu, selon Spotify, selon toi, nous dire quels sont les atouts principaux de l'audio par rapport aux autres canaux publicitaires? Ah oui, bien sûr. Alors, pour moi, la première chose, on en parlait un petit peu, c'est effectivement le fait que l'audio, ça permet aussi d'échapper à l'excès visuel. Juste, je vous donne une stat, c'était l'étude Think with Google. On est aujourd'hui confronté à 1200 messages publicitaires par jour, alors que dans les années 80, on avait plutôt 80 messages. Donc, vous imaginez bien. Et donc, c'est vrai que pour moi, le gros atout pour un annonceur, c'est finalement d'avoir une espèce de relation assez intime avec l'utilisateur, puisque nous, 50% de nos utilisateurs, on a fait une étude, écoutent Spotify avec le casque. Donc, on peut vraiment faire passer des messages. Et puis, Arthur parlait de créativité. C'est vrai que aussi, c'est quelque chose de super simple et assez facile à faire avec de l'audio. On peut tout à fait imaginer des spots qui vont encore plus loin avec de la 8D, du 12D, où il y a vraiment une très bonne expérience utilisateur qui se fait et du coup, avec encore une fois, une relation très forte avec l'annonceur. Merci, Prune. Arthur, as-tu quelque chose à rajouter?
sur les atouts? Ouais, en effet, je pense que les principaux atouts, on en a parlé, hein, c'est peu de pression publicitaire comparé aux autres formats du digital. Spotify, enfin Prune en parlait, hein, c'est 2 minutes de publicité pour 1 heure d'écoute. Il y a quand même très peu de formats du digital qui ont ce ratio-là. Sur le podcast, je pense que c'est même encore mieux que ça, puisqu'en moyenne, un podcast en France, c'est de l'ordre de 40 à 45 minutes. Et donc, ça va être un, peut-être deux, trois spots dans le pire des cas. Donc c'est quand même des ratios très favorables. Une écoute qui est très qualifiée, souvent au casque. On l'a vu tout à l'heure, hein, 80% de l'écoute se fait en mobile. Et donc, a priori, il y a une écoute au casque qui est très importante. Donc, une proximité avec l'auditeur. Et puis, pour moi, il y a un dernier point, c'est l'aspect brand safety de l'audio, comparé notamment aux réseaux sociaux ou même sur d'autres formats. En fait, l'audio, par défaut, il est brand safe puisqu'on a que des grandes marques ou alors on a que des grands écosystèmes qui sont maîtrisés d'un point de vue contenu. Et donc ça, c'est évidemment un atout majeur pour une marque aujourd'hui. Si je peux me Merci. permettre de rajouter un Oui. petit point, effectivement, sur l'atout, c'est aussi la qualification des auditeurs. Ce qu'on voyait déjà en streaming, ce qu'on voit aussi beaucoup en podcast, c'est que c'est beaucoup d'auditeurs qui vont s'abonner à des services pour ne pas avoir de publicité. C'est aussi des auditeurs qui écoutent peu les médias traditionnels. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans notre langage marketing des intouchables. Et c'est vrai que via ces nouveaux canaux d'audio digital, ça permet aussi de pouvoir aller toucher ces intouchables et pouvoir communiquer un petit peu auprès d'eux. Donc, il y a un vrai intérêt aussi de l'audio digital de finalement faire un peu, d'aller chercher des audiences de niche et des audiences très qualifiées sur des médias qui consomment de plus en plus. Merci. On va passer à la seconde partie, en fait, parce qu'on parle d'achat. Donc, l'objectif, c'est de couvrir, en fait, le profil type d'acheteur de l'audio digital. Je tiens à souligner qu'en début d'année, on a publié un panorama du côté vendeur, du côté sell-side. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site du IAB France. Vous avez tous les SSP qui permettent de mettre à disposition l'inventaire. Puis on va publier sous peu au retour de l'été un white paper qui va comprendre en fait le panorama du côté acheteur. Donc ici, on voit les DSP qui sont les plus actifs en France. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont bien les DSP qui ont des équipes locales qui sont actifs sur l'audio. Puis ces DSP peuvent à la fois couvrir tout ce qui est l'open market, mais aussi tout ce qui est programmatic guaranteed ou tout ce qui est privé. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de transactions en gré à gré. Donc, je voulais réouvrir le micro et refaire un tour de table sur le profil type de l'acheteur, puis sur les statistiques d'achat. Donc, peut-être en commençant par toi, Prune. Oui, bien sûr. Alors, nous, on travaille très bien avec les départements radio des différentes agences et également très bien aussi avec tous les trading desks. Voilà. Et puis, alors nous, ce qu'on peut voir chez Spotify, la tendance, on est quand même encore à 50% sur la partie gré à gré et 50% sur le programmatique. Mais on voit une grosse tendance, c'est vraiment la forte explosion du PG, donc du programmatique garanti. Voilà, ce qui est plutôt très positif. Merci, Arthur. Alors, chez nous, c'est un peu différent. On a 80% de gré à gré et 20% de transactions programmatiques, même si en effet, le programmatique a tendance à progresser et je pense que le confinement va accélérer les choses. Et au niveau de la typologie des acheteurs, nous, ce qu'on constate, c'est que l'attraction du marché, et ça se vérifie depuis à peu près 18 mois, est très fortement portée par les équipes digitales, qu'elles soient programmatiques ou non d'ailleurs, qui vraiment commencent à appréhender l'audio comme un pilier au sein du média mix digital. Et on sent que cette croissance, elle est vraiment soutenue par ces équipes-là, beaucoup plus que par les équipes radio, qui arrivent un petit peu en complémentarité de la radio, même si d'ailleurs, ce n'est pas forcément évident à calculer, mais qui ont des approches assez basiques d'un point de vue activation, là où les équipes digitales vont plutôt se focaliser sur de l'innovation, sur des plans un peu plus aboutis,
parfois du travail en dentelle aussi, parce que c'est aussi ce qu'on va demander chez certaines marques. Mais ce qu'on constate, c'est que vraiment la traction du marché français, et je pense même au niveau européen, est principalement amenée par les équipes digitales, encore une fois, qu'elles soient programmatiques ou non, avec le programmatique qui progresse de plus en plus. Merci, Cédric. Effectivement, quelque chose qu'on voit aussi pas mal, nous, sur la répartition un petit peu des investissements des statistiques d'achat, on va avoir environ 50% des achats qui vont être faits sur ce qu'on appelle le sponsorship, c'est l'équivalent du host-trade, et 50% qui vont être faits sur de l'achat audio. Dans ces 50% d'audio, on a environ une 50% de répartition en gré à gré, 50% de programmatique, avec une forte progression du programmatique, une forte progression du programmatique garanti aussi, évidemment, ce qui est plutôt un bon indicateur. Et c'est vrai que dans les profils des acheteurs, c'est beaucoup les cellules digitales qui se sont un petit peu appropriées le podcast et l'audio digital depuis un an. Les cellules radio commencent à y aller avec une approche un peu plus basée sur des nouvelles formes de créativité. Ils commencent à sortir un petit peu de la complémentarité pour aller chercher effectivement une exposition digitale. Et puis sur cette partie sponsoring host-trade, on bosse aussi beaucoup avec les cellules OPS, puisqu'en fait, tous ces indés, tous ces studios, toute cette créativité dans les messages de host-trade, ça fait aussi du podcast un média d'influence et il est de plus en plus vu comme ça. Donc, c'est un peu à la croisée entre effectivement la radio, le digital, l'OPS aujourd'hui. Merci. D'un point de vue côté vendeur, je sais que vous êtes tous régis autour de la table, mais pouvez-vous donner des perspectives sur le marché français, les éditeurs qui préfèrent y aller en direct versus utiliser une régie, mais aussi donner les avantages d'un et de l'autre? Qui veut prune là-dessus? Oui, alors, Ouais. nous, en fait, la régie de Spotify, on est finalement organisé avec deux grosses équipes. Une équipe verticalisée qui va aller en fait finalement évangéliser et puis accompagner les annonceurs. Donc voilà, dans les gros secteurs qui sont le retail, le tech telco, l'auto, l'entertainment. Et puis aussi, on a une équipe dédiée aux agences, voilà, pour aller, enfin ce qu'on disait, hein, aller voir la partie conseil aussi qui est très importante, la partie donc prog et radio. Et donc finalement, je dirais que quand même la majorité, encore une fois, hein, de l'achat de l'audio passe quand même par les agences, et ce qui est très bien aussi, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, encore une fois, hein, je dis que le marché est quand même tout petit, et donc pour essayer d'aller chercher des budgets un peu plus importants, ben, l'idée aussi, c'est d'aller voir et d'accompagner encore mieux les annonceurs. Merci, Arthur. Pour revenir sur tes questions sur la complémentarité de travailler avec une régie quand on est un éditeur en direct. Alors déjà, il y a plusieurs typologies d'éditeurs. Parce que quand on est un éditeur de la radio, typiquement, on a une ADN audio qui est très très forte. On a beaucoup de volumétrie, ce qui n'est pas forcément le cas d'un éditeur de la presse ou même d'un studio natif qui en plus a d'autres attentes d'un point de vue publicitaire. Donc je pense qu'il faut aussi différencier tout ça. Mais d'une manière générale, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui et nous ce qu'on voit, c'est que quand on veut aller chercher du spécifique, que ce soit en termes de contexte, en termes de contenu, ou même en termes de création de contenu ou publicitaire, un éditeur fera toujours mieux le travail que si on passe par un intermédiaire de régie. Nous, la manière dont on travaille, et je pense que c'est un modèle qui fonctionne bien et qui a fonctionné par le passé sur d'autres formats, c'est qu'on opère plutôt sous format de marketplace. Donc, on va plutôt nous consolider des inventaires issus de tous bords, que ce soit le streaming, que ce soit la radio, que ce soit le podcast. Et c'est finalement nos technologies qui vont permettre d'atteindre les bonnes audiences avec de la qualification de data, d'avoir le bon message avec des technologies de DCO et surtout d'être en capacité de bien mesurer, mais plutôt dans des logiques de reach ou alors de segmentation. Et finalement, c'est cet éventail assez large d'inventaire auquel on a accès qui va permettre d'aller chercher ce type d'activation. Mais les deux étant très complémentaires, puisqu'une marque, en fonction de ses temps forts, va parfois aller chercher une communication en direct avec un éditeur ou parfois aller plutôt dans des logiques de network. Et c'est finalement une mécanique de campagne plus que le choix d'un partenaire plutôt qu'un autre. Merci, Arthur. Cédric? C'est vrai que sur la répartition, côté de la régie ACAS, on va être sur 20% effectivement d'annonceurs en direct, 80% de travail avec les agences. Ce qui est intéressant, c'est que les annonceurs s'intéressent quand même de près au podcast et donc ils développent leur stratégie avec les agences. Donc nous, de notre côté, on va conseiller un petit peu les deux.
On conseille aussi beaucoup, mine de rien, parce qu'on travaille en co-monétisation avec les éditeurs qui ont rejoint Acast, on conseille aussi pas mal leurs régies, donc les régies des studios, les régies des médias, pour qu'eux aussi aient un petit peu les armes et les outils pour nous aider tous ensemble à évangéliser le marché du podcast, parce qu'il y a effectivement plus d'annonceurs à aller chercher que d'annonceurs qui y sont déjà. Donc, il y a cette approche un petit peu d'essayer de créer un esprit de compréhension, un alignement des discours dans notre régie, mais aussi chez les éditeurs pour leur donner les outils de leur futur développement. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un effet petite marque. Il y a plein de petites marques, type des marques de culottes menstruelles, des choses comme ça, qui sont encore des écosystèmes de niche qui, eux, vont aller vers du direct et qui cherchent justement des audiences de niche. Donc, c'est vrai que là, nous, on va faire le lien entre ces podcasts qui s'adressent à des audiences spécifiques et ces marques qui s'adressent à des audiences spécifiques. Et voilà, donc c'est une nouvelle typologie d'annonceurs qui, petit à petit, espérons, va grandir et justement permettre aussi d'évangéliser le podcast, quoi. On se rappelle que en 2015, Serial, donc le premier podcast qui avait vraiment un peu tout éclaté, était sponsorisé par Casper, donc des marques encore niche à l'époque, et qui ont vraiment investi le podcast et qui y ont injecté les premiers millions de dollars d'investissement, quoi. Merci, Cédric. Donc, vous avez déjà abordé dans les précédentes interventions la progression du programmatique, mais comment entrevoyez-vous la collaboration avec les DSP, avec les équipes locales des DSP dans les prochains trimestres? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui devrait s'ajuster, s'améliorer pour arriver où on doit arriver, pour avoir une juste part du portefeuille d'annonceurs dans le canal audio? Prune. Nous, alors chez Spotify, on est complètement agnostique, hein. On travaille vraiment bien avec tous les DSP qui ont la possibilité d'activer de l'audio. Vraiment, voilà. Et la tendance, hein, c'est que de plus en plus, ce que je disais, nous, aujourd'hui, on est encore un peu à 50-50 direct programmatique, mais très clairement, dans les années à venir, je pense que ça sera plutôt de l'ordre de 80% sur la partie programmatique. Voilà. Merci, Prune. Arthur? Alors, c'est une question assez large, mais c'est vrai que les DSP, il y a à la fois des DSP qui sont spécialisés de l'audio, alors il n'y en a pas 50, hein. Il y a AdWiz qui est l'historique. Et ce qui est vraiment intéressant quand on est une adtech audio, c'est que AdWiz, en fait, a quelque part aussi permis de démocratiser certains protocoles. Donc finalement, les choses se passent quand même assez bien avec ce type de technologie-là. Il y a d'autres DSP qui étaient plutôt pluriformats, qui ont bien intégré l'audio. Je pense typiquement à Hawk, qui a réalisé un très beau travail sur ce sujet-là, notamment sur le marché français. Et il y en a d'autres qui commencent à intégrer de l'audio de manière plus ou moins aboutie, j'ai envie de dire. Mais ce qui est certain, c'est que tous ont des velléités pour faire progresser les investissements en audio au sein de leur plateforme. Donc déjà, quasiment aujourd'hui, tous les gros DSP du marché qu'on a vu précédemment, et il y en a d'autres encore, acceptent de l'achat audio. Je pense que la prochaine étape, et je pense que ce que l'ensemble du marché demande de la part de ces DSP-là, c'est vraiment d'être en capacité de traiter l'ensemble des spécificités des formats audio digitaux d'un point de vue à la fois technique. Je pense typiquement le podcast qui est un format assez particulier, qui a pas mal de spécificités. Il y a encore certains DSP qui ont un peu de mal par rapport à tout ça. Et puis surtout d'être en capacité de pouvoir gérer l'ensemble des types d'achats ou de revente en programmatique. On en parlait tout à l'heure, le programmatique garanti qui progresse. Il y a assez peu d'open aujourd'hui en audio. Je pense que c'est des choses qui vont être amenées à se développer aussi par ailleurs. Donc finalement, c'est structurer le marché avec des bases existantes sur d'autres formats, mais qui seraient possibles en audio pour l'ensemble des DSP. Merci, Arthur. Cédric? Attends, j'étais en mute. Donc effectivement, dans les DSP, on voit que tous s'intéressent à l'audio, ils sont encore en phase de monter en puissance. Parmi ceux qui s'y sont intéressés très tôt depuis l'année dernière, nous, effectivement, on bosse pas mal avec Hawk, avec DV360, avec Trade Desk. Sur des phases de découverte de médias comme le podcast, il y a un vrai intérêt pour le programmatique, c'est que ça va amener une flexibilité, une visibilité intéressante pour les agences. Parce qu'en 2 jours, on peut déclencher une campagne qui va être mise en ligne dans les 24 heures. Si on a besoin de faire tourner 5 créas, c'est assez facile à mettre en place. Donc, il y a un vrai intérêt. Et de toute façon, effectivement, la tendance marché en France, c'est d'aller vers le programmatique
sur tous les médias, hein, même y compris sur des spots vidéo et même sur du spot télé. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. La part du programmatique va forcément continuer à se développer. Et effectivement, c'est une belle opportunité pour l'audio digital. Merci. Je pense qu'il y avait une question sur DSP, ça veut dire Demand Side Platform. C'est un outil qui permet de faire de l'achat en direct automatique du côté annonceur. Donc, on peut rentrer les paramètres de campagne avec la créa, puis d'acheter en direct chez l'éditeur. On va changer de thème. On va se rendre vers la mesure de l'audio digital. Avant de retourner aux questions, je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer en fait l'insertion publicitaire à très haut niveau. Donc, excusez-moi, c'est des slides en anglais que j'ai prises de nos présentations, mais si on parle de la radio, donc il y a le signal hertzien qu'on transcode, qu'on encode en numérique pour être écouté sur Internet. On a des marqueurs qui indiquent à la fois où sont les pubs originales, les spots radio. Ça peut être aussi dans le même cas pour le streaming comme Spotify ou Deezer, où est-ce que, au lieu d'un broadcast, c'est la librairie, la bibliothèque de musique avec un marqueur qui indique quand on doit insérer une pub. Donc, au moment où le signal Internet est activé, il y a un serveur publicitaire qui va choisir la meilleure pub à insérer, que ce soit une pub en gré à gré ou sur la programmatique qui vient d'un DSP. Et dans le player, le lecteur, donc l'utilisateur va pouvoir écouter le stream en continu avec l'insertion publicitaire. Donc, c'est tout à fait impossible de discerner qu'il y a eu une insertion dans le stream. Du côté podcast, c'est très proche. Donc, l'hébergeur de podcasts comme Acast, Triton ou les autres qui vont avoir le fichier source podcast. Il y a un peu comme pour les marqueurs de chapitre, il y a des marqueurs d'insertion publicitaire. Encore une fois, quand le fichier RSS qui permet de télécharger le podcast est appelé par votre player, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou les autres, il y a le serveur publicitaire qui est appelé, qui fait le choix de la meilleure pub à insérer. Donc, dans votre app, vous allez avoir le fichier podcast téléchargé, mais dans lequel a été inséré la publicité audio dans le même fichier. Donc, encore une fois, c'est impossible de détecter qu'il y a une pub qui a été insérée à la volée, mais c'est la technologie qui permet l'insertion publicitaire. Donc, tout ça, c'est en introduction à la performance publicitaire. Donc, on va changer le thème pour se rendre sur quels sont les KPI utilisés en France sur l'achat audio. Donc, Prune. Désolé, je t'ai pris de court avec le micro surmué. Déjà, le KPI de base, ce qu'on nous demande, c'est que les campagnes soient vraiment bien livrées et bien délivrées. Donc, vraiment, c'est aussi un nombre d'impressions qu'on doit s'assurer absolument de délivrer dans les temps impartis. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le KPI numéro 1 et ce qui est logique lorsque voilà, les agences viennent nous voir en demandant voilà, le nombre d'impressions pour tel budget, telle date. Deuxième gros KPI, évidemment, c'est le taux de complétion qui nous est demandé. Et disons aussi, un des KPI aussi, c'est le demand on target, voilà, qu'on peut voir notamment grâce à DAR. Voilà les 3 KPI. Merci, Prune. Arthur? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fonction de l'annonceur et de ses objectifs, on va un petit peu moduler les KPI de suivi pour s'assurer de l'efficacité de la campagne qu'on va pouvoir délivrer. Typiquement, un des KPI qu'il ne faut pas suivre, c'est le taux de clic sur l'audio. Je le reprécise parce qu'on a encore parfois des éléments par rapport à ça. Déjà, parce que tous les formats audio ne sont pas cliquables. Et de deux, on est dans un environnement qui n'est pas visuel, donc par définition, qui est moins cliqué que du display ou de la vidéo. Je referme la parenthèse. Et sur la partie KPI, si on est dans une démarche d'ultra-branding, on va plutôt aller privilégier des indicateurs comme la répétition, le nombre d'impressions, comme disait Prune, donc vraiment la puissance du plan. Et derrière, au niveau de la mesure, on va plutôt s'intéresser à des items de notoriété, qu'elles soient assistées ou pas, sur de la mémorisation, sur des items très branding.
qu'on peut faire tourner sur la base de post-test. Ensuite, on va avoir une grande industrie qui est le retail, hein, qui communique traditionnellement beaucoup en radio, qu'on retrouve aussi beaucoup en audio digital. Là, on va vraiment être sur des KPI Drive to Store purs. Typiquement de l'uplift de trafic en point de vente, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et là, un peu plus récemment, alors un peu moins en Europe de par le RGPD, mais ça commence à arriver notamment au UK et beaucoup aux US, c'est tout ce qui va être transaction ou trafic online, donc avec la pose d'un pixel sur les mêmes schémas qu'on a pu connaître avec les réseaux sociaux ou même le display. Quel est l'impact après écoute d'un spot publicitaire sur le trafic et même la conversion en ligne? Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, vont commencer à arriver. Avoir exactement le modus operandi avec les limites technologiques du RGPD et potentiellement à terme aussi du cookie, même si j'ai cru comprendre qu'on avait gagné quelques mois encore par rapport à ça. Mais en tout cas, chaque objectif va avoir des KPI différents et va avoir aussi des orchestrations qui vont permettre d'atteindre ces différents objectifs. Merci Arthur. Cédric? C'est vrai que dans le monde du podcast, vu qu'on n'a pas de cookies, on est déjà dans un petit avant-goût du monde cookie-less, le monde d'après publicitaire. Donc c'est vrai qu'en KPI, elles ont quasiment toutes été citées, hein. On va vraiment être sur tout ce qui va être écoute, auditeur unique, d'où l'importance aussi effectivement de pouvoir certifier des inventaires publicitaires, bon an mal an, dans le futur du marché français. Aujourd'hui, l'IAB, par exemple, certifie des inventaires publicitaires. C'est des discussions qu'on a aussi avec les autres mesureurs en France pour essayer d'amener cette notion-là pour la confiance aussi des annonceurs. La couverture sur cible, évidemment, le taux de complétion, des publicités, aussi du contenu, lorsqu'il s'agit d'épisodes brandés, ce genre de choses. De pouvoir aussi, justement, amener des reportings par épisode, par podcast les plus écoutés, par thématique les plus écoutées. Sur les régions, par device, par application, enfin, essayer de donner le maximum de visibilité aux annonceurs sur leur campagne. Ce que disait Arthur aussi, effectivement, sur l'insertion de cookies, de pixels pour aller mesurer les arrivées sur site et ainsi de suite, ce sont des choses qui sont en train de se développer assez fortement et qui vont permettre justement d'amener plus de transparence et de confiance aux annonceurs. Effectivement, autant de KPI qu'on est en train de recréer, taux de mémorisation, taux de répétition. Voilà, c'est vraiment les KPI un petit peu qu'on attend d'un média digital et que le monde du podcast est en train de se mettre un petit peu au niveau dessus, tout en sachant voilà, qu'on part d'un environnement cookie-less, vraiment très loin techniquement de toutes ces possibilités à la base. Mais tout ça se normalise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les habitudes d'achat des acteurs du digital. Merci Cédric. Je vois qu'il y a une question sur les mesures de KPI podcast. En fait, tu as couvert un peu, tu as répondu en partie à cette question, mais je voulais juste être certaine, clarifier que le IAB a produit des guidelines de mesures de podcast, à la fois de mesures d'audience et de mesures d'impression. Donc, quand on suit la norme du IAB sur la mesure d'impression, on va appeler les pixels ou les différentes technologies de mesure pour en fait que toute la chaîne fonctionne. Donc, ça a été normé. Donc, il n'y a pas de différence. C'est possible d'avoir les KPI en podcast. Évidemment, c'est du téléchargement, ce n'est pas du live, mais c'est normé par le IAB. Donc, la tech peut suivre puis faire le reporting et suivre les KPI de manière officielle. Oui, Cédric. Après, si effectivement je peux me permettre d'amener 2-3 précisions à la question de Geoffrey Lemaire. Effectivement, par exemple, la norme IAB sur la mesure des impressions, ça va être que pour un contenu, il faut que 1 minute de ce contenu soit écoutée, lorsque c'est écouté justement en flux, pour être validé comme une impression. Lors d'un téléchargement du fichier, il faut que 100% du fichier complet soit téléchargé et livré à l'auditeur. Parce que sur la plupart des applis, un fichier téléchargé à 1, 4, 5, 97% ne va pas être utilisable. Donc, du coup, un téléchargement complet. Essayez de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut côté technique d'une vraie écoute déclenchée par un humain. C'est effectivement la philosophie de l'IAB et celle qui va guider un petit peu le comptage des impressions. Merci. Vous avez mentionné les KPI utilisés en ce moment et tous les KPI qui s'en viennent, y compris des KPI qui peuvent être utilisés sur d'autres pays, pas encore en France. Mais si on doit mettre ça simple pour les agences dans le prochain 6 mois ou 9 mois, quels sont les KPI clés qui doivent être les plus utilisés quand soit on fait le planning ou quand on est en cours de campagne prune?
Oui, alors pour moi, Arthur l'a mentionné, mais le plus important, et c'est vraiment surtout sur toutes les campagnes de branding, c'est vraiment de systématiquement mettre des post-tests voilà, pour vraiment bien comprendre combien en termes de la notoriété, de considération, combien de points on a réussi à incrémental. Donc voilà, c'est pour moi les post-tests, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse de beaucoup plus et quasiment voilà, systématiquement dans les prochaines, dans le futur. Merci, Prune Arthur. En effet, un post-test de campagne, alors qui peut prendre plusieurs formes en fonction des questions qu'on va poser aux exposés non exposés ou vraiment de manière assez agnostique sur du tout venant. C'est vraiment une première étape pour qualifier en fait l'exposition audio digitale de sa campagne auprès des auditeurs ou auprès des audiences. Et comme disait Prune, nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on fait du post-test, alors principalement avec Epidemix en France. On le faisait dès lors qu'on avait la validation de l'annonceur ou de l'agence à la fin de la campagne, ça nécessitait un certain volume. Ce qu'on va mettre en place à partir de la rentrée de septembre, c'est que ce sera systématique sur l'ensemble des campagnes. Alors forcément, ce sera un peu réduit au niveau des questions, mais au moins ça permettra d'aller chercher des indicateurs de performance qui vont au-delà de un simple volume d'impression ou un taux de répétition, qui sont évidemment hyper importants parce que c'est aussi comme ça qu'on va driver la campagne et les investissements publicitaires. Mais je pense qu'à ce stade, et parce que, encore une fois, sur l'audio, il y a pas tous les environnements ne sont pas cliquables, il y a parfois des KPI, que ce soit en compétition, etc., qui ne sont pas totalement normés ou en tout cas qui sont en décalage en fonction des formats. Ça nous paraissait important d'amener cette couche additionnelle de compréhension de l'efficacité du plan, notamment sur les sujets de branding. Et après, quand on est sur des typologies plutôt drive to store, là, on continue ce qu'on fait aussi depuis quelques années maintenant, qui est vraiment l'analyse d'uplift de trafic en point de vente. Mais en effet, la systématisation des post-tests est quelque chose qui nous paraît assez essentiel pour continuer de prouver, puisque finalement, quasi systématiquement, les post-tests sont positifs pour les annonceurs, que l'audio digital est bénéfique et permet d'amener des indicateurs à la hausse. Merci, Cédric. C'est raccord avec ça. Effectivement, c'est un marché qui se construit à coup de best case, de post-test. Donc, effectivement, il faut continuer à travailler dans cette direction-là, ramener des taux de mémorisation, des taux de notoriété. Quelque chose qui est important aussi, justement, je pense, dans les KPI auxquels il faut s'intéresser, c'est d'essayer d'avoir au maximum tout le temps, effectivement, des écoutes certifiées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, c'est encore un média qui est un peu encore en train de se créer, donc il y a beaucoup de chiffres, d'écoutes, de choses qui sont sorties. L'intérêt de boîtes comme la CPM, l'IAB, Médiamétrie aussi de son côté, c'est de pouvoir être certificateur tiers de ces audiences-là. Donc, il faut bien faire attention à ces parties-là parce que les chiffres qui sont certifiés par personne, potentiellement, valent ce qu'on veut bien leur faire valoir. Donc, c'est important aussi de garder cet élément-là en tête, que dans le podcast, il y a des certificateurs et qu'ils ont leur rôle à jouer dans la construction de ce marché, que c'est important aussi d'écouter un petit peu leurs avis. Ils sont là vraiment pour aider à normer tout ça. Et puis après, j'aimerais aussi rajouter sur la partie effectivement KPI à garder, tout l'aspect un peu bilan contextuel. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un modèle comme le podcast, on va vendre en network, on va vendre des verticales avec des thématiques plus ou moins larges, c'est toujours super important et intéressant pour les podcasteurs pour les annonceurs, d'avoir effectivement une bonne transparence aussi sur quel podcast ils ont été diffusés, où est-ce qu'ils ont été écoutés. Eux, ça leur permet aussi de mieux comprendre, en fait, via quel canal et via quel contexte leur notoriété a grimpé, leur niveau de mémorisation a grimpé. On a souvent parlé effectivement de la créativité des spots, de la créativité des sponsors sur cette communication d'influence. Il faut la prendre en compte, il faut pouvoir la mesurer, effectivement travailler du bilan contextuel avec où ma campagne est passée et lequel de ces podcasts-là ont généré le plus de notos et de mémos. C'est super important pour la construction au fur et à mesure des plans médias. Merci, Cédric. On glisse doucement dans la période de questions parce que le webinaire se termine dans 10 minutes. Il y a une question, en fait, juste peut-être un de vous pourrait expliquer comment on effectue un post-test audio. Si tu veux, je vais y répondre. Ouais. En fait, un post-test, pour donner un exemple, je pense, sur lequel tout le monde a été exposé, ça prend à peu près la même forme que ce qu'on peut avoir sur YouTube qui s'appelle le Brand Live Survey.
Donc finalement, alors ça peut avoir plusieurs manières de fonctionner, hein. Soit on le fait uniquement sur les exposés de la campagne et on va comparer avec un panel non exposé, soit on le fait sur du tout venant. Mais d'une manière générale, un post-test, c'est formuler des questions à des audiences, encore une fois exposées ou non exposées, par rapport à la campagne qui a été diffusée pour mesurer des items marketing. Donc ça va être, on en parlait tout à l'heure, la notoriété, spontanée ou assistée, la mémorisation, l'intention d'achat, l'agrément, etc. Et donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais en règle générale, c'est un petit formulaire plutôt responsive mobile, puisque c'est là où on a le plus de répondants, et qui peut être diffusé sur différents environnements, que ce soit en display, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même sur les plateformes audio. L'idée principale étant de collecter des réponses pour derrière être en capacité de sortir des items marketing pour aller plus loin que les indicateurs médias, qui sont une première base importante, mais qui manquent parfois un peu de rationnel. Merci Arthur. Une excellente question de Brigitte. On veut pousser les annonceurs à investir plus en audio, mais pensez-vous pouvoir conserver la qualité de la relation marque-consommateur qui fait la force actuelle de la publicité audio-digitale avec l'augmentation du volume publicitaire? Qui veut répondre à la question? Cédric? Moi, je veux bien, effectivement, en fait, c'est un sujet sur lequel on est un peu tous dans le même bateau, côté annonceur, agence, régie et podcasteur. Parce qu'en fait, ce qui va faire la qualité aussi justement de cette relation, on y revient, ça va être la créativité des spots. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend des spots faits pour de la radio, qu'on les met sur des environnements digitaux, où potentiellement les créateurs ont une relation très intime avec leurs audiences, ben, on va justement dégrader cette qualité-là. Donc, il faut aller vers le sens d'une créativité de spots dédiés. Vraiment, en plus, aujourd'hui, ça ne coûte pas si cher que ça d'enregistrer des spots un peu dédiés au digital. Lorsqu'on est sur des environnements, effectivement, un peu de podcast, où on va aller chercher des audiences de niche, penser aussi à une création de spots audio un petit peu dédiés à destination de ces audiences. C'est ce qui va vraiment faire la différence avec des masses médias. Et puis après, effectivement, il y a aussi toute cette partie communication d'influence, le sponsoring, où le principe du sponsoring, c'est justement qu'on va donner une fiche de brief au podcasteur ou à la podcasteuse pour que le hôte ou l'hôtesse du podcast écrive le message publicitaire à sa sauce, avec ses mots. Et donc là, on a vraiment un alignement des planètes avec un annonceur qui est aimé par le hôte du podcast. Le hôte du podcast, il est suivi par ses audiences. C'est encore une question de créativité, mais dès qu'on va utiliser les mots de la marque et qu'on va laisser le podcasteur faire le message lui-même, on va recréer justement une forme de proximité publicitaire dans le message qui est très intéressante. Et on ne réinvente pas la roue. C'est typiquement ce qui a commencé à se passer il y a 20 ans avec les blogs. C'est ce qu'on voit sur YouTube depuis une dizaine d'années, les messages vraiment qui sont remixés par les créateurs. C'est ce qu'on a vu fleurir sur Instagram. Et le podcast y va en prenant effectivement la spécificité d'être un média audio-only sur lequel il y a encore milliards de choses à faire créativement. Merci Arthur. Ouais, je voulais juste pour compléter ce que disait Cédric, en effet, il y a la partie créa qui est hyper importante. Et au-delà de ça, si je prends vraiment d'un point de vue macro le paysage audio-digital, déjà le premier point, c'est que sur la base des impressions publicitaires aujourd'hui en France, on n'a pas des taux de remplissage de 100%, donc on a encore de la marge pour continuer à faire de la publicité sans jamais avoir une pression qui est trop importante ou en tout cas qui se rapproche de ce qu'on connaît par ailleurs. Et le deuxième sujet, c'est que dans les années à venir, et ça c'est notre conviction chez Audion, on va avoir une arrivée massive de nouveaux inventaires audio, ne serait-ce que parce qu'il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus d'audience. Il faut considérer qu'en France aujourd'hui, il y a à peu près un quart des Français qui vont écouter des podcasts, là où aux États-Unis, c'est 50%. Donc on va avoir une croissance organique très forte sur les audiences, sur également les productions de contenu, mais aussi sur les formats. On l'a vu pendant le confinement avec Clubhouse, qui a ensuite été imité par les grandes plateformes. En fait, l'audio se consomme de manière protéiforme, que ce soit en live à la demande sur l'ensemble des environnements, mais aussi avec de l'audio plutôt dynamique, dans le sens où là où l'audio était très centré sur l'humain au niveau de la production, l'audio va aussi arriver par la machine, ce qui va amener une source d'inventaire absolument gigantesque et ce qui derrière permettra de maintenir une pression publicitaire tout à fait adéquate et en lien avec ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Il y a une question sur la fourchette de prix CPM moyen en programmatique. Est-ce qu'un d'entre vous veut donner un ordre de grandeur? Non.
Bon, si vous voulez, je peux Oui. répondre. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question pour la simple et bonne question que ça va vraiment dépendre de l'activation, du contexte qu'on va acheter, des formats. Est-ce que c'est un éditeur en spécifique avec une porte de voix, un programmatique garanti ou pas? Est-ce que c'est un plan qui combine plusieurs environnements? Est-ce qu'il y a de la DCO? Est-ce qu'il y a de la data? C'est très difficile de répondre à cette question, mais pour donner une fourchette au niveau européen et de manière très macro, ça peut démarrer à quelques euros, entre 5 et 10 euros pour les premiers CPM, qui incluent ou pas de la data d'ailleurs. Et après, ça peut monter. Très sincèrement, il y a pas vraiment de limite. Ça dépend vraiment de la manière d'acheter. Mais pour donner l'autre extrême, les CPM les plus élevés, en règle générale, c'est du sponsoring et donc du off-street, comme disait Cédric tout à l'heure. Et en fonction des pays, ça peut aller de plusieurs dizaines d'euros à parfois plusieurs centaines d'euros. Je sais que le marché allemand paye très cher les CPM en podcast natif. Donc ça peut monter très très haut. Mais encore une fois, ça dépend de la mécanique, de la manière d'acheter, des environnements ciblés. Donc très difficile de répondre à cette question et ça dépend vraiment de la manière d'effectuer l'achat. Non, mais je pense que tu as donné une bonne réponse. Merci, Arthur. Donc, pour conclure le webinaire, si vous regardez dans votre boule de cristal, qu'est-ce qui pourrait se produire entre maintenant et la fin de l'année, Prune? Écoutez, moi, je pense qu'on est vraiment sur une tendance très positive et on est vraiment ravis de voir que de plus en plus d'annonceurs, finalement, ont envie de tester l'audio digital. Il y a juste effectivement souvent le petit bloqueur, c'est on n'a pas d'asset audio. Donc ça, vraiment, je voulais rassurer aussi les annonceurs. On peut vraiment vous aider. Cédric disait, c'est quelque chose qu'on peut vraiment. Enfin, nous, on accompagne chez Spotify beaucoup les annonceurs pour leur permettre d'avoir un spot audio et vraiment dédié pour Spotify et donc vraiment pour faire un pilote et démarrer un test. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci, Prune. Arthur. En effet, on est sur une incroyable dynamique sur le marché de l'audio digital, extrêmement résilient pendant la crise du Corona et qui a effectué un rebond très très fort depuis le mois de juin. Je te rejoins, Benjamin, par rapport à ce que tu disais. Clairement, on va avoir une très très grosse croissance encore sur la fin de l'année. Et nous, ce qu'on prédit, c'est que la bascule va vraiment s'accélérer auprès des achats digitaux. Donc encore une fois, programmatique ou vraiment des équipes digitales pures et une bascule qui va être stimulée par les GAFAM qui petit à petit commencent à appréhender l'audio de manière plus ou moins directe. Et je pense plus particulièrement à Google qui va basculer une partie de ses inventaires YouTube en format audio uniquement. Et on pense que ça va avoir un effet assez massif sur la bascule des investissements auprès des équipes digitales qui de plus en plus considèrent l'audio comme un pilier de leur média mix digital et qui est une dynamique qui va, à mon avis, continuer d'accélérer sur les prochains mois et les prochaines années. Merci. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Prune, je pense que nous tous, en tant que régie, on est tout à fait prêts et qu'on a effectivement plein d'offres pour aider les marques et les annonceurs qui n'ont pas d'assets audio à se créer des assets audio qui, en plus, soient dédiés et soient vraiment dans les tendances un petit peu créatives de l'univers audio. Ce qu'on voit un petit peu dans la boule de cristal pour la fin d'année, c'est effectivement une évolution qui va continuer de l'investissement dans l'audio digital. Encore une fois, cette question de la créativité qui est vraiment très, très, très prégnante depuis quelques années. C'est vrai que cette question, moi, j'avais passé 6 ans à Spotify avant Acast et que c'est une question qui est sur la table depuis un long moment, mais qui commence là vraiment à évoluer ces dernières années, sans doute, j'espère, aussi poussée par l'audio parlé. Il y a cet aspect d'influence dans le podcast qui va vraiment continuer de grimper quand on voit des marchés plus matures comme les US ou les UK ou même la Scandinavie. On voit vraiment cette part d'influence qui augmente beaucoup dans le podcast. Donc vraiment cet aspect un peu opération spéciale avec des opérations qui prennent de plus en plus d'ampleur, des choses cross-média, donc des choses vraiment très intéressantes, des nouveaux formats. Nous, côté Acast, on est en train de lancer un nouveau format qui s'appelle la chronique sponsorisée, qui est vraiment un format brand beaucoup plus intégré. Donc, il y a plein de choses encore à imaginer. Et puis, en fait, même un petit peu côté créateur, il y a une scène indépendante qui prend de plus en plus de place dans le monde du podcast.
c'est des créatifs, c'est des influenceurs. Et encore une fois, ça amène le podcast vers cette dimension de média d'influence, en plus d'être un support effectivement de communication média. Donc, le futur est plutôt beau et brillant. Si on évite en plus des quatrièmes vagues, ce sera d'autant mieux. Mais c'est plutôt très positif et il reste tout à faire et tout à réinventer un petit peu dans l'audio. Merci Cédric. J'ai vu une dernière question rentrer sur les modèles de performance. Nous, chez Triton, on opère dans 80 pays, puis tout est en CPM, il n'y a jamais de performance pure. Je ne sais pas si vous avez un commentaire rapide en France sur des demandes de faire des transactions à la performance en CPC, CPA. Non, pas pour le CPA, moment, non. mais on y travaille et on espère avoir une offre dans le futur, évidemment, sur la performance. Okay. Sur l'audio, c'est pas évident puisqu'en effet, l'achat se fait principalement au CPM. C'est normal, hein, le contexte le veut beaucoup plus cher que du display qui est plutôt le format utilisé à la performance pour les annonceurs en règle générale. En fait, le seul module performance que je vois aujourd'hui sur l'audio, c'est plutôt quand on a un podcast de marque, d'être en capacité d'aller chercher des écoutes, soit sur une activation plus branding avec un travail sur un network, soit en utilisant d'autres technologies qui là pour le coup se rapprochent un peu plus de ce qui peut se faire en display. Mais mis à part ça, c'est vrai que la performance pure et dure en audio n'est pas encore là. Très bien. Bon, mais merci à toutes et tous. Merci à tous les gens qui se sont connectés à notre webinaire. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Vous allez avoir le replay bientôt. Merci. Merci à Benjamin, tous. merci tout le monde. Un grand merci. Au revoir. Merci, salut.